Merci de nous choisir pour la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine du Mali, à la croisée des chemins. Le Mali doit-il tomber dans l'escarcelle russe? Nous en parlons avec Louis Magloire Kemayo. Il est journaliste, écrivain. Il préside le club de l'information africaine. Merci, cher Louis, d'être avec nous. Merci de me recevoir et de me donner la parole. Dans la première partie, nous avons fait le constat que l'opération Barkhane, qui a été donc refermée, et la France n'a pas eu un grand succès. Elle est sur le point d'être fermée. Oui, elle est sur le point d'être fermée parce que je pense que ça prendra 1 an, le temps d'arriver à l'élection présidentielle. À juste titre? À juste titre, oui, parce que quand on échoue, il faut tirer toutes les leçons de l'échec et reconfigurer le dispositif opérationnel. La France ne se retire pas complètement, elle va diminuer le nombre de soldats sur le terrain et elle va faire fondre tout cela dans un dispositif européen parce qu'elle estime que ce n'est pas à elle seule d'assurer la sécurité d'abord des frontières de l'Europe, ensuite des intérêts européens dans cette zone du continent africain qui est en prise au djihadisme. C'est bien. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'historiquement, pour la plupart des pays européens, cette zone-là, c'est une zone française, c'est un précaré français. Et il faut aussi voir que sur le plan de la mobilisation militaire, la souplesse que le président français a pour envoyer des soldats à l'étranger n'est pas la même dans tous les autres pays européens et même dans les pays occidentaux de façon générale. Le président peut décider seul d'envoyer des soldats sur n'importe quel front sans consulter qui que ce soit. C'est au bout d'1 mois qu'il passe devant le Parlement pour faire valider la décision qu'il a prise. Vous parlez de la France? Je parle de la France. Donc, une fois que les troupes sont sur le terrain, on ne peut pas les priver de moyens. Et donc, même au bout d'1 mois, quand la question est posée aux députés, ils sont obligés de soutenir l'opération. Oui. Et dans tous les autres pays européens, il faut passer par le Parlement pour envoyer les soldats à l'extérieur. C'est pour ça qu'actuellement, on n'a que des soldats qui sont là pour la formation, qui sont des soldats des services spéciaux. Ils y vont en opération spéciale, c'est pas un déploiement massif qui est effectué. Donc, même en lançant l'opération Takuba, la France sait pertinemment qu'elle restera seule sur le plan opérationnel. Et de toute façon, la mission de Takuba, c'est de former, c'est pas d'être sur le terrain. Et à quoi ça servira de former des soldats qui n'ont pas les moyens d'intervenir ou qui n'auront pas les moyens de sécuriser les zones qu'ils auront conquises aux terroristes et aux djihadistes? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais bon. Certains appellent au départ carrément. Vous l'avez évoqué vous-même, des forces françaises du Mali, et vous évoquez les autres bases, nombreuses bases françaises en Afrique, notamment au Tchad, au Gabon, en Côte d'Ivoire, etc. Est-ce que c'est envisageable? Oui, parce que les bases se ferment, y compris en Afghanistan. Encore une fois, je ne veux pas faire une fixation sur l'Afghanistan, mais le dernier engagement militaire des États-Unis à l'étranger, qui a été très fort, l'a été en Afghanistan. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en train de fermer leur base. Cela a pris beaucoup de temps pour être fermé, mais cette base va être fermée et les Américains partiront. Ils laisseront les Afghans gérer leurs problèmes en interne. Il faut qu'ils trouvent des solutions endogènes. Peut-être que ce seront les talibans qui reprendront la main, mais une chose est certaine, c'est que l'armée américaine ne sera plus là pour faire la digue par rapport à la menace des talibans en Afghanistan. C'est pareil, dans le Sahel, la France peut intervenir par rapport à ses intérêts propres, par rapport aux intérêts des pays européens et accessoirement par rapport aux besoins des pays qui sont dans cette zone-là. Mais c'est d'abord à nos pays de prendre en charge cette menace et de la résoudre, de trouver une solution. Mais il y a longtemps que Alpha Blondy a chanté « Armée française, allez-vous-en ». Pourquoi il dérange tant les armées françaises en Afrique? Non, je crois que c'est tout le passé qui pèse dans l'équation. Parce que si l'armée française intervient aux États-Unis ou en Irak, cela ne sera pas vécu de la même manière que dans un pays qu'elle a colonisé et qui aujourd'hui ne voudrait plus avoir cela. Rappelez-vous la crise ivoirienne, quand on retrouvait dans les aéroports, à l'aéroport d'Abidjan par exemple, l'armée française qui gérait le flux des populations, des voyageurs qui arrivaient. Cela avait énormément choqué. Il y avait les chars qui se baladaient également dans Abidjan.
tout cela n'a pas réveillé que de bons sentiments. Et donc, dans un contexte de guerre, c'est la même chose. Si ça dure, vous êtes considéré comme une armée d'occupation, France ou pas, mais quand vous êtes la France, vous prenez plus cher que les autres pays. Dans la première partie, vous aviez appelé les pays africains à s'ouvrir au multilatéralisme. C'est une vue de l'esprit. Est-ce que vous voyez pointer à l'horizon cette propension à s'ouvrir aux autres et pas qu'au précaré français? Ce n'est pas qu'un souhait, hein. C'est-à-dire quand vous regardez les pays africains aujourd'hui, et je vais juste prendre le pays qui est la source de tous les problèmes, la Libye, la Turquie est intervenue. La Russie est en train d'intervenir également en Libye, et tout le monde a bien compris que si on ne résout pas l'équation libyenne, il sera difficile de résoudre l'équation du Sahel. Et donc pour ça, il est important d'unir toutes les forces, non seulement au sein de l'Union africaine, mais surtout au sein des Nations unies. Les problèmes de l'Afrique ne peuvent pas être confiés par délégation à la France. On n'a pas un mandat, il n'y a pas aujourd'hui un régime de mandat ou de tutelle qui existe pour que ce soit la France qui soit automatiquement sollicitée pour résoudre la crise dans ses anciennes colonies. Donc si cela existait, il faudrait qu'on nous ressorte les textes pour cela. Mais je crois qu'il est nécessaire, et c'est la critique que l'on avait faite au régime, aux différents présidents américains il y a quelques années, c'est qu'il y avait un certain unilatéralisme qui faisait que les États-Unis étaient le gendarme du monde. Là où ils voulaient, ils intervenaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. La France le fait aujourd'hui dans le Sahel et dans ses anciennes colonies. Il faudrait que cela change. Et la seule façon de le changer, c'est de passer par les Nations unies. D'ailleurs, quand la France intervient, elle s'arrange toujours pour qu'au niveau du Conseil de sécurité, le mandat lui soit confié. Et ce mandat, lui, est généralement la plupart du temps confié sans aucune hésitation. Mais je crois qu'il faut sortir de ce schéma-là. C'est un schéma qui est trop ancien, qui dérange la plupart du temps sur le terrain opérationnel. Et donc, il faut que ce soit quelque chose de multilatéral qui fasse qu'au sein du Conseil de sécurité, on décide d'adopter une démarche et que cette démarche-là implique à égalité tous les membres permanents du Conseil de sécurité. Mais vous parlez de multilatéralisme, mais est-ce que la France voudra s'associer à d'autres puissances? Le fait de convoquer d'autres partenaires, est-ce que ça ne risque pas de frustrer la France, de la faire partie, comme en Centrafrique aujourd'hui, où l'introduction de la Russie ne plaît pas à Paris? Si on pouvait faire un peu d'histoire, parce que je répondrai à votre question, mais je vais juste faire un rappel. Oui. Quand vous prenez la Deuxième Guerre mondiale, la France a été occupée, puis elle a été libérée. Elle a été libérée d'abord par les résistants français, mais beaucoup grâce à l'intervention des forces alliées. La Grande-Bretagne, les pays africains qui ont envoyé ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais et tous les autres. Donc si cela s'est passé et qu'après il a fallu changer, passer à une autre étape, c'est que aucune situation n'est éternelle. Au bout d'un certain temps, dès qu'on arrive, il faut créer les conditions du départ pour que l'action soit réussie rapidement et qu'on sécurise ce qui a été obtenu à la suite de cette intervention. Ce qu'il faut aujourd'hui dans les pays africains, c'est pas dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas la France. Cela n'a aucun intérêt d'aimer ou de pas aimer la France. On a déjà nos parents, nos épouses, nos enfants à aimer. On n'a pas à aimer ou à détester la France. C'est un partenaire comme un autre. Si ce partenaire nous rend des services, de fiers services, nous lui en serons reconnaissants. S'il n'est plus à la hauteur de nos attentes, nous changerons de partenaire. Mais je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui à être dans une attitude de j'aime ou je n'aime pas dans les relations internationales. C'est contre-productif, c'est vieux, ça rappelle la France-Afrique et je pense que personne n'a besoin aujourd'hui de ressusciter la France-Afrique dans ses mauvais travers. Oui, mais avant de revenir au Mali, puisque nous avons un exemple sous les yeux, la Centrafrique ou le Centrafrique, comme certains. La Centrafrique, oui. D'autres parlent du centre de l'Afrique aussi, ils n'ont pas totalement tort, qui a choisi une alliance stratégique avec la Russie, qui essaie de donner un certain résultat au bout d'un temps, on va dire, record. Oui, parce que le problème, c'est que quand Sangaris a été brutalement arrêté de façon unilatérale par la France, par le gouvernement français, il fallait trouver une solution, surtout que l'embargo sur les armes n'avait pas été levé concernant le gouvernement centrafricain. Et au-delà de l'embargo, il y avait le fait que l'armée elle-même était dans un état
pitoyable. Elle reste dans un état pitoyable. Oui, Et donc, une parenthèse, est-ce que vous comprenez cet embargo? Parce que de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer cet embargo. Il y a eu des élections, Touadéra a été réélu, donc ça fait 10 ans que le pays a un président à sa tête, des institutions régulières. Comment comprendre encore cet embargo porté, on va dire, dans une certaine mesure par la puissance française? c'est une façon, de mon point de vue, de déresponsabiliser les pays. C'est comme si ça me rappelle ce que nous disions au début, c'est-à-dire quand on vous confie des missions, et la mission qui a été confiée au président Touadéra au moment de son élection, c'est de veiller à la sécurité de ce pays-là. Et s'il n'a pas les moyens, notamment militaires, de le faire, il y a un problème. Donc je pense qu'il faut résoudre ce problème et le résoudre normalement. Si on ne peut pas le résoudre normalement, c'est pas la peine de venir donner des leçons pour dire c'est bien ou c'est pas bien d'être avec la Russie. C'est qu'il a besoin de solutions, le président Touadéra. Exactement, il y a cet embargo et de l'autre côté, les forces, comment on dit, MINUSCA. La MINUSCA, oui. Oui, qui demandent du renfort, des moyens, beaucoup plus d'hommes, alors que l'embargo continue de peser sur le pouvoir centrafricain. Oui, je pense qu'il faut aujourd'hui arriver à un stade où les pays africains doivent être traités comme des adultes, pas comme des adolescents, pas comme des enfants. Il faut faire en sorte de comprendre que si un gouvernement a été élu, c'est qu'on estime qu'il est en capacité de résoudre les problèmes du pays. Et donc, s'il le fait bien, tant mieux. S'il n'arrive pas à le faire, mais qu'autour de lui, il a des voisins au niveau des organisations régionales et sous-régionales qui peuvent l'accompagner, tant mieux. Mais il ne faut pas en rajouter aux problèmes du pays. Et maintenir cet embargo sur les armes, c'est en rajouter aux problèmes de la République centrafricaine. Donc, comme je disais, au Mali, l'envie de voir ailleurs vient surtout, a été inspirée par le cas centrafricain. Est-ce que vous pensez aussi qu'avec les Russes, les Centrafricains ont fait un bond qualitatif? Oui, déjà, ils ont récupéré le contrôle sur des villes qui n'étaient plus sous l'autorité du président de la République et des autorités. Oui, ça fait de nombreuses années que Bangui est la seule enclave en République centrafricaine qui est encore administrée, où l'État est présent. Donc, si grâce à cette union-là, la République centrafricaine a pu récupérer quelques kilomètres de souveraineté sur son territoire. Il ne s'agit pas de quelques kilomètres, c'est à peu près 90-95% du territoire récupéré aujourd'hui. Tant mieux, il faudrait que ça dure. Il ne faudrait pas qu'il y ait un reflux. Il ne faudrait pas que les rebelles, quand ils décideront de lancer un nouvel assaut, soient capables de reprendre ces zones-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est bien qu'il y ait des résultats. Ça fait du bien de sentir qu'il y a un changement. L'État n'était plus présent, l'État commence à revenir. Il faudrait aujourd'hui qu'au-delà de la victoire militaire qui a été remportée en reconquérant des territoires, la victoire économique et sociale suive aussi, qu'on puisse apporter les services aux populations dans ces zones-là et sécuriser surtout durablement pour que les rebelles ne viennent pas en faire un terrain de jeu où ils peuvent entrer et ressortir à leur gré. Mais en Centrafrique, indirectement, est-ce que la France ne tente pas de troubler le jeu à travers certains pays? Parce que on a dit tantôt l'embargo sur le régime de Bangui, mais derrière, d'autres forces africaines appartenant à la MINUSCA essaient de se renforcer. J'ai appris dans la semaine que le Gabon a envoyé du matériel militaire. Le Cameroun s'est renforcé. La Tunisie veut revenir sur place. Ces pays, quand même, qui ont d'autres problèmes. Le Rwanda également. On pourrait citer le Rwanda. Le Rwanda est un allié bilatéral, oui. donc, pour le régime de Touadéra. Est-ce que la France ne passe pas par ces pays pour refaire ce qu'elle n'a pas ou ne peut plus faire directement à cause de la présence de la Russie? Non, on peut déjà y voir la solidarité africaine d'abord, avant de voir le rôle de la France. Ne voyons pas toujours des marionnettes là où il n'y en a pas. Le Rwanda intervient et c'est tant mieux. C'est un pays africain. Il vole au secours d'un autre pays africain. Dans un sens qui est connu, mais les autres, quand vous prenez le Cameroun... Le Cameroun, c'est un grand voisin. Pour le Cameroun, je suis camerounais, la République centrafricaine est très importante parce que si le port de Douala fonctionne aujourd'hui, c'est parce qu'il y a deux clients très importants, le Tchad et la République centrafricaine. Leurs approvisionnements passent par le Cameroun. Et donc que le Cameroun se renforce à sa frontière et même sur le territoire de la République centrafricaine, ce n'est que logique et normal parce qu'il faut sécuriser une voie d'approvisionnement qui rapporte quand même quelques devises au Cameroun. Donc c'est normal que l'armée camerounaise s'implique. C'est normal aussi que la solidarité africaine soit mise en branle parce que tant que nous resterons des pays sous tutelle de la France, de la Chine, de la Turquie ou de la Russie, nous ne grandirons pas.
Et donc, il faudrait que les pays africains qui peuvent se projeter sur des terrains d'opération extérieurs, comme le font le Cameroun, le Rwanda ou d'autres pays, peuvent le faire, qu'ils le fassent. S'ils arrivent en plus à résoudre le problème, ce sera doublement gagnant pour tout le monde. Alors, finalement, est-ce que le Mali a envie de voir du côté de la Russie? Le Mali a envie de trouver des solutions. Il ne recherche pas quelqu'un en particulier. Il y a un profil qu'il veut, c'est le profil de quelqu'un qui peut l'aider à sortir de son bourbier. Et ce profil, c'est le profil russe? Pas uniquement. Je pense qu'ils vont faire du benchmarking. Je ne sais plus quel... je pense que c'est le ministre français de l'immigration, de l'Intérieur, qui disait que les migrants font le benchmarking pour savoir dans quel pays ils se sentiraient mieux s'ils arrivaient à sortir de leur pays et à entrer dans un pays européen. C'est la même chose aujourd'hui que les États vont faire. C'est qu'aujourd'hui, toutes les puissances viennent aux portes de l'Afrique proposer leurs services. Qu'il s'agisse d'Israël, qu'il s'agisse de la Turquie, qu'il s'agisse de la Russie, du Japon, de la Chine, du Brésil, les pays sont nombreux. Donc, pourquoi leur fermer la porte? Parce que la France est déjà là. C'est incompréhensible. Je pense que c'est la pire des bêtises qui peuvent être faites. C'est arriver aujourd'hui à dire que nous voulons assumer notre souveraineté et l'assumer entièrement en allant choisir les partenaires avec lesquels nous voulons être. C'est pas un mariage, hein. C'est pas un mariage monogamique où il faut d'abord divorcer avant de... Vous allez vous donner cet exemple. Non, ça ressemble à un mariage finalement. Non, ça ne doit pas être France-Afrique. cela. Non, ça ne doit pas être cela. On n'est pas dans un mariage monogamique. À la rigueur, c'est un mariage polygamique qui permet le multilatéralisme et c'est normal, c'est ça. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Si on trouve des partenaires qui peuvent aider la France, parce que la France, encore une fois, dans le Sahel, c'est 1 milliard d'euros par an. Et donc, ça fait 8 milliards aujourd'hui qui ont été dépensés. Et je pense qu'elle serait contente de partager ces dépenses-là avec la Russie, avec la Chine et d'autres partenaires. Donc, c'est pas contre la France. C'est simplement qu'à un certain moment, si un acteur, un partenaire n'a pas été à la hauteur des attentes, il faut en trouver d'autres. Oui, mais est-ce que l'arrivée d'une autre puissance comme en Centrafrique ne va pas faire partie de la France? On a vu, dès que les Russes se sont introduits là-bas à Bangui, la France, par exemple, a quitté avec armée bagage l'aéroport et certaines zones... Non, l'agenda n'a pas été celui-là. Hein. C'est que les Français sont partis. Et c'est parce qu'ils sont partis que les Russes sont revenus. Oui, les Russes sont revenus, mais l'arrivée des Russes en Centrafrique a fait plier bagage les Français, par exemple, à la tour de contrôle de Bangui. Ça, c'est parce que ce que je voudrais rappeler, c'est que historiquement, la République centrafricaine avait déjà des rapports avec l'Union soviétique du temps de la guerre froide. Quand la France est partie de façon unilatérale, la République centrafricaine s'est mise en quête de trouver de nouveaux partenaires. Et il y en a un qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui s'appelle la Russie, et qui a négocié avec le Conseil de sécurité pour que des armes soient utilisées, soient envoyées en République centrafricaine pour former et surtout équiper l'armée centrafricaine. C'est ce qui s'est passé. Après, le reste du contingent français, parce que tous les soldats français ne sont pas partis, le reste du contingent a dû se sentir mal à l'aise par rapport à cela et est parti. Mais je pourrais citer également l'armée tchadienne qui est partie. L'armée tchadienne était là, c'est elle qui avait installé le président Bozizé, et elle est partie par la suite parce qu'il y avait un sentiment qui faisait qu'ils ne se sentaient plus à l'aise dans ce pays-là. Ils sont partis. Parce que ça fait beaucoup moins de Tchad bruit. appuyait le groupe rebelle, les Séléka. Oui, mais ça fait beaucoup moins de bruit que le départ de la France. Mais pourtant, c'est un pays qui était présent et qui a dû partir, un pays voisin. Donc, il a des intérêts immédiats. Est-ce que la France était partie vraiment? Puisque Sangaris avait pris fin, mais la France était présente à travers la MINUSCA, la force onusienne en Centrafrique. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Quand la France intervient dans une opération, elle est autonome. Elle ne rend de compte à personne, sinon à son état-major en France. Quand elle est dans la MINUSCA, elle est sous le commandement d'autres personnes, même si dans ces dispositifs-là, encore une fois, la France a une importance prépondérante au regard de son histoire avec ces pays-là. Donc la France n'est pas complètement partie, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais elle s'est sentie un peu offusquée d'être dans une position de rivalité avec la Russie, où les Centrafricains donnaient l'impression que la France n'a absolument rien fait et que
c'est la Russie, la Fédération de Russie, qui est en train de les aider à résoudre un problème qui commençait à traîner un peu trop longtemps. Mais le premier partenaire économique de la République centrafricaine, je vous rassure, ça reste la France. Et pour le Mali, on a vu qu'il y a eu des velléités, ce qui même aurait été à l'origine du deuxième coup d'État d'Assimi Goïta, des velléités des autorités maliennes de nouer alliance avec la Russie. Est-ce que ça peut fonctionner? La France d'un côté, la Russie de l'autre, vous appelez au multilatéralisme, mais dans ce contexte-là, est-ce que les deux puissances peuvent opérer sur place? Je pense qu'on n'a pas besoin. Quand on connaît les rivalités qu'il y a nous n'avons pas besoin d'une nouvelle guerre froide. Si les Européens veulent se faire la guerre, qu'ils la fassent sur leur territoire. Nous avons déjà donné dans les 2 premières guerres mondiales. S'il y a une 3e guerre mondiale, ça devrait être la guerre des Européens. Sur le terrain africain et malien en l'occurrence, je pense que ce qu'on veut, c'est la paix. Et si des partenaires peuvent aider à conquérir cette paix-là, c'est ce qui est le plus important. Le reste, les états d'âme, ça ne nous regarde pas. C'est comme dans une équipe de football. Vous pouvez prendre 2 joueurs qui ne s'entendent pas, mais qui sur le terrain, quand ils défendent le même maillot, les mêmes couleurs, jouent parfaitement la partition qui est la leur. C'est tout ce que les Maliens demandent aujourd'hui. C'est d'avoir une équipe d'intervention parmi les partenaires efficace. Les états d'âme, qu'ils les gardent là où ils sont. Les Maliens n'ont pas à gérer les états d'âme de l'un ou de l'autre, ou des deux. Nous allons prendre quelques questions des téléspectateurs qui commencent par vous écrire. Nous prenons notre fidèle Richard Tagba de Cara. Bonjour. Il vous dit bonjour également. Bonjour. Richard. Alors, ce qui se passe au Mali n'est guère loin de ce qui s'est passé à Berlin, selon lui. Si j'ai bonne mémoire, où les grandes puissances s'étaient réunies pour partager l'Afrique. C'est un partage bis de l'Afrique qui suit son chemin, mais sous d'autres formes, nous écrit M. Tagba. La question est de savoir si après 60 ans d'indépendance politique ou économique, ne sommes-nous pas en mesure, dirigeants, entre guillemets, de prendre notre destin en main pour être toujours à la merci des puissances occidentales, même si nous savons qu'aucun pays au monde ne vit en autarcie. Les Africains ne sont-ils pas leurs propres fossoyeurs, écrit-il? Non, nous ne sommes pas nos fossoyeurs. Il arrive qu'on commette des erreurs. Personne n'est à l'abri de cela. Nous ne sommes que des êtres humains, même doués des meilleures intentions. Il arrive que nous nous trompions à notre détriment. Donc, dans le cas du Mali, c'est probablement la même chose. Mais on ne peut pas non plus, parce qu'on s'est trompé, rester dans l'erreur. Si, à un certain moment, il y a une éclaircie qui permet de voir la lumière et de se dire qu'il y a une possibilité de changer d'angle, de fusil d'épaule, pour remporter la bataille contre le terrorisme, on va pas parce que les Maliens se sont trompés dire qu'ils doivent rester dans cette erreur-là et ne pas aspirer à autre chose. L'aspiration est légitime, celle de se dire on s'est trompé, d'abord nous-mêmes, ensuite dans le choix de nos partenaires, et que il y a d'autres partenaires qui peuvent faire l'affaire. Nous allons vers eux, nous leur exposons le problème, nous posons nos conditions, et en espérant que cette fois-ci, il n'y ait erreur ni de casting, ni de notre part dans la gestion de ce nouveau partenariat-là. Simon Lewa nous écrit également, bonjour. C'est vraiment dommage qu'on impose un embargo sur les armes contre un État menacé par des rébellions sophistiquement armées, écrit-il. C'est douloureux que les ONG dénoncent pour la plupart des cas à tort les exactions présumées des Russes en Centrafrique. Au vu des résultats en Centrafrique, les populations ouest-africaines en général et en particulier les Maliens voient les Russes comme les seuls sauveurs. Sinon, on dirait que les Français aiment le statu quo et c'est bien visible au Mali, en Centrafrique et même au Burkina Faso. Non, encore une fois, il faudrait éviter le sentimentalisme. Je pense qu'il ne faut pas verser dans l'excès inverse, c'est-à-dire le peu de confiance, enfin, la confiance que nous ne faisons plus aux Français, éventuellement, si crise de confiance il y a, il ne faut pas que ce trop-plein, enfin, cette crise-là de confiance soit donnée, enfin, que cette confiance qui manque par rapport aux Français, qu'elle soit reversée aux Russes, comme si on leur signait un chèque en blanc. Il faut un cahier des charges. Il faut aujourd'hui, pour les Maliens, s'ils veulent véritablement résoudre le problème de l'insécurité dans leur pays, qu'ils dressent un cahier des charges très précis et qu'ils aillent vers les partenaires, comme on le fait lorsqu'il y a un appel d'offres pour un chantier, dire « Nous voulons construire la paix et la sécurité dans notre pays. Voici
à peu près ce à quoi nous aspirons. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Ils font un benchmarking, appel d'offres. Si quelqu'un répond à cet appel d'offres, on fait avec lui. Si on n'en trouve pas, on relance, on trouve un moyen autre de procéder à la sélection. Mais je pense qu'en faisant un appel d'offres, généralement, on a de bonnes solutions qui se présentent. Et ne serait-ce que parmi les dossiers qui sont proposés, vous arrivez à trouver des solutions que vous pouvez vous-même mettre en application. Donc, je crois que aujourd'hui, il ne faut pas que, parce qu'on n'aime pas les Français, qu'on signe un chèque en blanc aux Russes en disant que là où les Français ont échoué, forcément, les Russes vont réussir. Est-ce que ce n'est pas aussi, ce n'est pas trop simpliste, parce que si vous avez un partenaire de longue date et que du jour au lendemain, vous voulez faire votre benchmarking, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, vous allez frustrer votre partenaire habituel. Pourquoi il y aurait frustration? Quand vous lui retirez le monopole? Non, il n'y a pas de monopole à avoir. Ce sont eux qui nous apprennent. Il y a un monopole de fait. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a longtemps parlé de précaré français? Si on dit cela, il faudrait qu'on accepte qu'on est redevenu un pays soit sous tutelle, soit sous mandat, ou même simplement une colonie française. Les choses seraient plus claires. On devient une région française, un département français, et là, il n'y a plus d'ambiguïté sur la situation. Mais si ce n'est pas le cas, on doit se comporter en pays indépendant. On doit faire des choix raisonnés, des choix qui sont logiques. C'est-à-dire que vous dites, j'ai besoin de ceci, je cherche quelqu'un qui peut le faire. Je ne dis pas que c'est la France ou la Russie. Je montre le cahier des charges. Qui est capable de me remplir ce cahier des charges? Chacun fait son offre et après on sélectionne. Le meilleur est retenu et il conduit le chantier. Si vous n'êtes pas le meilleur, vous n'avez pas à vous sentir frustré. Vous êtes incapable. C'est tout. Vous allez vous améliorer, peut-être, vous vous représenterez à l'examen s'il y a un autre appel d'offres, et peut-être que vous réussirez. Mais pour l'instant, celui qui réussit, on lui confie le chantier. Votre affaire de benchmarking d'appel d'offres me rappelle un appel d'offres lancé au Sénégal pour le recrutement d'une compagnie pour exploiter leur gisement de pétrole. Il me semble que la compagnie française était arrivée 4e ou 5e, oui. A été retenue au détriment de ceux qui avaient gagné la première place. Et l'explication que les autorités publiques ont donnée, c'est qu'ils ont des relations privilégiées avec la France. Ce sont des réalités. C'est arrivé au Cameroun aussi, hein. Il y a eu un appel d'offres pour un chantier, notamment le port de Douala, puis le port de Kribi également. L'entreprise française que tout le monde connaît n'a pas remporté le chantier. Il a contesté la décision. Le ministre français des Affaires européennes et étrangères s'est déplacé en personne pour aller plaider la cause de Bolloré, qui a obtenu gain de cause, hein, d'une certaine manière, par des mécanismes qui leur sont propres. Mais oui, c'est la même chose en Guinée, à Lomé. On a parlé aussi de ces attributions de marché. Le cas de Lomé est différent. Oui. Mais disons que dans les cas très précis du Sénégal, où ça a été géré de façon politique, et dans le cas du Cameroun, où ça a été également géré de façon très politique, c'est une évidence qu'il y a eu immixtion du politique et que la France, l'entreprise française qui était en compétition, n'avait pas le meilleur dossier, mais a fini par gagner au détriment des autres. Donc, quand on a des réalités, des relations de ce type-là, votre multilatéralisme ne va pas de soi. Il ne va pas de soi, mais pourquoi il ne va pas de soi? Il va pas de soi à cause des hommes politiques. Si les hommes politiques pouvaient aujourd'hui comprendre que l'intérêt de leur pays est supérieur à leurs intérêts propres et à leurs amitiés propres avec certains dirigeants ou certains pays, les choses iraient différemment. Prenez l'exemple du Rwanda, encore une fois. Pendant près d'une vingtaine d'années, le Rwanda était à couteau tiré avec la France pour des raisons très objectives. Puis finalement, les deux pays ont fini par s'entendre sur un minimum qui fait qu'aujourd'hui, même si le tissu de l'amitié franco-rwandaise n'est pas complètement recousu, les dirigeants s'entendent un peu mieux. Le partenariat entre les deux pays se porte beaucoup mieux qu'il y a une vingtaine d'années. Donc, ça peut arriver qu'on ne s'entende pas, mais ça ne signifie pas que la porte est fermée de façon définitive pour l'avenir. C'est juste que sur un épisode précis, les choses ne se passent pas bien et on en tire les conséquences. Mais si la France se frustre ou se fâche, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des représailles comme ce qui s'est passé avec Sékou Touré
à l'indépendance, quand il a dit non au général de Gaulle. C'était en quelle année? Nous étions en 58. Oui. Cette époque-là est révolue. Il peut y avoir d'autres mécanismes. Pensez-vous que cette époque est révolue? Parce que quand nous relisons la situation en Centrafrique aujourd'hui, avec ces rapports à répétition de l'ONU tentant à vilipender les troupes russes, tout le monde lorgne du côté français comme instigatrice d'une campagne, d'une propagande contre les Russes. Oui, Facebook d'ailleurs l'a relevé, qu'il y avait des comptes qui avaient été créés sur Facebook pour faire de la propagande en faveur de la France et d'autres qui avaient été faits par la Russie pour faire la contre-propagande. Donc les deux pays étaient en compétition, y compris sur les réseaux sociaux dans un autre pays, la République centrafricaine. Ce sont des choses qui arrivent. Mais ce que je veux dire, c'est que l'effort est fait aujourd'hui pour mettre de la finesse dans ces choses-là comme on n'en avait pas dans les années 50 et 60, au début des années 60. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fin. On essaie de donner une dimension diplomatique et juridique à ces opérations, là où avant, on passait en force sans que cela gêne personne. Mais, je vais vous confronter au cas togolais tout à l'heure parce qu'on a comme l'impression qu'au Togo aussi, on s'ouvre sans beaucoup de bruit au multilatéralisme de plus en plus. Hein, on voit les... Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ce n'est pas une mauvaise chose. Vous avez parlé. Ça se fait. Non, vous avez parlé tout à l'heure de. J'ai botté en touche quand vous parliez de la gestion de certaines choses, mais quand vous prenez par exemple le port de Lomé, il y a un accord qui lie, c'est même pas qui lie l'État togolais dans la gestion du port avec Bolloré. Il y a une espèce de clause de premier refus qui fait que si quelque chose devait être fait au port, il faudrait que Bolloré ait refusé. Je cite parce que c'est très concret, et refuser de mener le chantier pour qu'on confie à quelqu'un d'autre. Or, dans certaines opérations, c'est pas arrivé. Vous avez un autre partenaire sur le terrain aujourd'hui qui a été convoqué parce que justement, malgré toutes les incitations, Bolloré n'avait pas fait le job. Et donc, il y a une affaire aujourd'hui en justice au Togo qui oppose le groupe Bolloré à l'État togolais. On ne peut pas dire que c'est parce que les deux entreprises, enfin l'entreprise Bolloré et le gouvernement français sont en bons termes avec le Togo que ça se passe ainsi. Il arrive qu'il y ait des nuances dans les cas qui font qu'il faut quand même constater que tout ne se passe pas comme on le dit à l'extérieur. Il y a des nuances, mais vraiment énormes. Ce dossier-là, par exemple, de Bolloré et de MSC, puisque ce sont les deux entreprises concernées, est tel que on a entendu beaucoup de choses dans la presse togolaise, mais par moments, il est bien d'aller à la source pour entendre concrètement ce qui pose problème et savoir quel est l'état des relations à la fois entre l'entreprise et entre le pays d'origine de cette entreprise et l'État togolais. Ouais, donc je parlais du Togo, de son expérience de multilatéralisme. Est-ce que vous ne voyez pas que ça s'ouvre de plus en plus? Il y a des Chinois qui gagnent des marchés importants. Et pas que les Chinois. Les Allemands ont de grandes entreprises c'est dans une le bonne pays. C'est le sens de l'histoire. Il manque peut-être que les Russes. Hein. On a vu les Israéliens, on rapproche pas même avec les Israéliens à un moment donné. Ça s'ouvre là. Oui, et puis le Togo va probablement devenir un membre du Commonwealth. C'est également une bonne chose. Quand on a le Ghana à sa frontière et que partout à la frontière vous voyez le Ghana, c'est normal à un certain moment de s'ouvrir également à ces cercles de coopération qui font que vous n'êtes pas dans un tête-à-tête qui ne se termine jamais avec l'ancienne puissance coloniale. Je pense que c'est une bonne chose. Sans oublier la filière américaine avec les... Comment vous l'appelez J'oublie, j'ai un trou de mémoire. Je vais y revenir tout à l'heure, le temps de non, vous... moi, je crois que quand nos pays... Millennium Challenge, hein, oui. Oui. Quand un pays se sent suffisamment grand pour signer des accords de partenariat avec d'autres pays sans consulter l'ancienne puissance coloniale, c'est bon signe. On ne peut pas dire que c'est mauvais. On doit encourager cela et on doit espérer surtout qu'au-delà du fait qu'on s'émancipe de l'ancienne puissance coloniale, que cela apporte des résultats concrets. Parce qu'il ne s'agit pas juste de changer de partenaire, il s'agit de changer de partenaire pour obtenir des meilleurs résultats qu'avant. Et c'est ça qui est l'enjeu principal de cette démultiplication des partenariats. Touata vous pose une question, je ne vous connais pas stratège en achat d'armes, mais il vous pose une question là-dessus. La question que tout le monde se pose dans le terrorisme en Afrique est que où les terroristes trouvent les armes les plus modernes, hein, parfois plus que les armées républicaines, sachant que nos frontières et aéroports et ports sont bien contrôlés.
bien malin qui pourra répondre à cette question. Bien malin, mais si vous regardez souvent les films, il y a des débuts d'explication. C'est que les États, aujourd'hui, vendent des armes. Mais les États ont également des entreprises qui s'occupent de cela et qui ne sont pas des entreprises gouvernementales. Et donc, à partir du moment où... Mais les entreprises ne sortent pas les armes sans qu'on sache la destination précise. Oui, la destination est souvent connue, mais il peut y avoir des jeux d'écriture qui fassent qu'on achète des armes en... Je prends juste un cas précis. L'Arabie Saoudite a acheté beaucoup d'armes auprès de la France? Auprès de la France et des États-Unis pour armer, par exemple, l'Égypte. La destination finale, c'était l'Arabie Saoudite, mais après, on a permis à l'Égypte d'avoir ces armes-là. L'Arabie Saoudite a acheté des armes pour équiper des gens au niveau du Yémen, dans des crises. Et puis, vous voyez également que... Même au nord du Mali, il se dit que des armes utilisées là-bas viennent la plupart du temps de l'Arabie Saoudite. Cela se dit, je l'ai vu dans la littérature. Oui. Mais quand on le sait, pourquoi ne prend-on pas des mesures spécifique pour couper l'industrie de l'armement comme l'industrie de la drogue sont des industries très très lucratives. Et donc à partir du moment où il y a de l'argent pour corrompre, on peut contourner le contrôle dans de nombreux pays. On en arrêtera de façon périphérique quelques-uns, mais il y en a toujours qui arriveront à traverser, à passer à travers les mailles du filet et arriver à destination malgré les embargos qui sont faits. Donc de ce point de vue-là, c'est difficile de savoir comment de façon précise, ils sont armés, mais les armes ne sont pas fabriquées en Afrique pour la plupart. Avant, on parlait beaucoup des Kalachnikov, il y en a toujours. Ça vient ou de l'ancienne Union soviétique ou de l'ancien bloc de l'Est, mais il n'y a pas que ces armes-là. Il y a d'autres armes qui sont achetées dans d'autres pays et malheureusement, le contrôle qui est effectué ne permet pas qu'il y ait zéro arme qui entre dans les pays. Il y a toujours des failles dans le dispositif qui permettent aux trafiquants de partir de leur pays d'origine vers les pays de destination, y compris quand il y a des contrôles pour que cela n'arrive pas. Salut à vous, salut au plateau. Je suis Dové Benoît Joseph de Cara. Ma préoccupation est que toutes les fois que les Russes interviennent dans un pays qui se trouve dans le précaré français, elles s'offusquent, et pas la France. Mais on se rend compte au final que la situation se stabilise à petits coups. Est-ce qu'il n'est pas à présumer que c'est la France elle-même qui crée le désordre dans ces pays? Question rouge. J'aurais dit Joker parce que je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'il ne faut pas dire Joker. Les relations entre les différents pays, si on les prend de façon globale, on ne peut pas donner une réponse satisfaisante. Parce que dans le cas du Mali, encore une fois, c'est très clair. On sait que les armes qui ont servi aux rebelles, aux djihadistes et aux terroristes pour descendre au Mali viennent de Libye. Pour la plupart. Et que ces armes-là ont été distribuées de façon très généreuse par la France et beaucoup de pays au sein de l'OTAN. Ça, c'est un cas précis qui est assumé et documenté. Dans les autres cas... Le cas centrafricain aussi est documenté. Quand on sait que la France appuie le Tchad et que le Tchad a longtemps appuyé les rebelles, c'est les cas. On peut pas translation dit que la France. Je ne peux pas être catégorique là-dessus. En revanche, ce que je peux ajouter après avoir évoqué la relation entre l'armement des rebelles et la crise libyenne, ce que je peux ajouter, c'est que des fois, il arrive que les soldats, quand ils sont attaqués, abandonnent leurs armes et s'en aillent. Quand ils abandonnent leurs armes, les rebelles les prennent. Et là, les armes qui avaient été légalement vendues à un pays qui a le droit de les acheter se retrouvent entre les mains de djihadistes ou de terroristes qui n'ont pas le droit d'avoir ces armes-là et qui peuvent les revendre dans d'autres pays. Et puis vous avez également tous ces pays qui ont été longtemps en guerre, le Libéria, la Sierra Leone et d'autres pays encore qui ont été en guerre, qui sont devenus des magasins d'armes qui peuvent être revendus au-delà de leurs frontières. Mais j'ai l'impression que les rebelles ont souvent mieux que de vieilles armes, parce que dans le cas du Mali ou de la Centrafrique, j'ai entendu des témoignages dire que les rebelles sont mieux armés que les troupes régulières. Oui, les Russes l'ont dit dans le cas centrafricain. Oui, ils sont souvent mieux armés. Oui, ce ne sont pas de vieilles armes. Non, c'est-à-dire il y a des armes qu'ils achètent à travers les circuits Mais comment se fait-il que les pays réguliers n'arrivent pas à acheter les armes sophistiquées et que les rebelles
qui, de toutes les façons, arrivent à acquérir ces armes dans des conditions très difficiles, sont mieux équipés que les armées régulières. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une réglementation et un dispositif qui fasse que personne n'arrive à acheter des armes s'il n'a pas l'autorisation de le faire? Ma question, lui, les États sont... comment se fait-il que celui qui a le droit d'acheter légalement, qui a les moyens, est moins équipé que celui qui achète clandestinement? Simplement parce que c'est un trafiquant. Il est dans l'illégalité. C'est comme si vous me demandiez pourquoi, dans le secteur informel, il y a plus d'argent qui circule que quand on est dans le formel. Celui qui paye ses impôts sera toujours contrôlé. Celui qui n'a jamais été inscrit au fichier des impôts ne sera jamais imposé. C'est exactement la même chose. Les États ont des règles de fonctionnement qui font qu'on peut les contrôler et on peut les empêcher de faire certaines choses. Mais quand vous êtes un rebelle, quand vous êtes un trafiquant, votre exercice, votre ambition, c'est d'arriver à faire les choses en sous-marin. Vous êtes toujours dans l'informel. Et donc, c'est difficile de contrôler l'informel. Si par moment, on arrive à le contrôler, on découvrira qu'il y a des armes qui circulent illégalement. Vous êtes dans l'illégalité. Mais tant qu'on ne vous a pas attrapé, personne n'est au courant de votre manège. Et c'est malheureusement ce que les États ne peuvent pas faire. Mais les pays occidentaux, notamment la France, déploient dans les pays africains des systèmes de renseignement très sophistiqués avec des drones qui circulent. Oui. Alors, pourquoi nos pays n'ont pas les renseignements nécessaires pour pouvoir agir contre ces rebelles? Ils peuvent avoir les renseignements, mais ça ne suffit pas. Prenez le cas de la déstabilisation de l'ancien Zaïre, qui est aujourd'hui devenu le Congo, la République démocratique du Congo. Je pense qu'ils étaient au courant, puisque le président Mobutu a pu s'enfuir en passant par Lomé avant de continuer au Maroc. Il a pu s'enfuir, mais il a senti qu'il n'avait pas la puissance de feu pour empêcher ceux qui venaient le renverser d'arriver à leur fin. Donc il a préféré sauver sa peau. Ceux qui avaient les renseignements sont venus les lui fournir et l'ont même presque poussé à fuir. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Les renseignements étaient là, mais les moyens ne suivaient pas. C'est la même chose dans la plupart des cas. C'est que vous avez les renseignements, mais vu que vous n'avez pas les moyens de résister à ce qui arrive, vous vous enfuyez. Ça a été la même chose avec Hissène Habré au Tchad. Quand Idriss Déby est venu par le Soudan pour le renverser, il a compris qu'il y avait une menace qui arrivait. Il s'est enfui par le Cameroun, puis il est allé au Sénégal, mais il n'était pas capable de résister à l'offensive de Idriss Déby Itno. Nous arrivons donc pratiquement à la fin de notre émission. On va conclure. Et la question centrale, votre réponse, évidemment oui, parce que la question, le Mali va ou doit-il tomber dans l'escarcelle de Russes? Oui, mais on va dire oui conditionnel. Non, c'est pas un oui. C'est-à-dire la formulation est un peu comme dans les questions à choix multiples. Est-ce que vous préférez quitter une domination pour aller vers une autre domination? Pour moi, la réponse est non. Mais est-ce que vous avez le droit, en tant qu'État souverain, de choisir vos partenaires et de les choisir en fonction de la valeur ajoutée qu'ils vous apportent dans ce que vous faites? Oui, le Mali a le droit de le faire. Tout le monde le fait, le Mali aussi a le droit de le faire. Théorique, parce que visiblement, on voit que ce n'est pas aussi aisé que ça. Si théoriquement, on a le droit de le faire, pourquoi on ne devrait pas le faire dans la pratique? On a la théorie, appliquons. Si on apprend les choses théoriquement, c'est pour aller à l'examen, par exemple, et réussir. Donc, vous avez toute la théorie et forcez-vous de mettre tout cela en pratique pour obtenir les résultats escomptés. On va prendre une dernière question avant votre dernier mot. Bonjour à Monsieur Magloire. Je profite de cette occasion pour dire merci et chapeau à New World pour toutes les informations que vous mettez à la disposition de la population, des Togolais notamment. Donc, New World TV... c'est ma chaîne préférée. Merci beaucoup. Qui nous écrit, il ne nous a pas envoyé son nom. Merci en tout cas. Pour moi, on peut nous dire que les bandits terroristes sont mieux équipés puisqu'ils n'ont pas les hélicoptères de guerre et avions de chasse, aussi des chars blindés. Au contraire, nos États ont tout ce que je viens de citer. C'est l'occasion de dire que nos militaires sont mal payés. C'est pourquoi ils ne veulent pas se faire tuer. C'est une façon de voir les choses. Vous prenez l'Afghanistan, vous allez dire que je fais une fixation sur l'Afghanistan, mais je la fais parce que... C'est Ibrahim qui nous a écrit cassé. Merci Ibrahim. La question amène à expliquer cela. Quand les Russes arrivaient avec une grosse puissance de feu en Afghanistan,
les Américains ont fourni aux talibans les moyens d'abattre les avions et les hélicoptères qui étaient utilisés par les Russes pour pilonner les positions des talibans. Et c'était des appareils qui ne coûtent pas trop cher. Ça coûte moins cher en tout cas que les hélicoptères et les avions qui étaient abattus. Ça suffit pour mettre en difficulté militairement et économiquement l'Union soviétique de l'époque. C'est ainsi que l'Union soviétique est sortie d'Afghanistan sur une défaite. Donc on n'a pas besoin d'avoir des armes sophistiquées pour avoir une capacité de nuisance importante. On a juste besoin d'avoir des armes suffisamment efficaces pour infliger de grosses pertes à l'adversaire. Et c'est ce que les mouvements djihadistes et terroristes font aujourd'hui sur le continent. C'est qu'ils ont des armes qui peuvent faire mal quand l'armée traditionnelle sort, l'armée conventionnelle sort pour aller combattre ces rebelles-là. Et donc, quand ce sont des mines antipersonnelles, quand ce sont des dispositifs de missiles et autres, vous ne pouvez pas grand-chose contre cela. Vous pouvez vous battre, mais vous vous battez avec un adversaire qui n'a pas de visage, qui est dans le combat asymétrique et qui vous fera toujours beaucoup plus mal que vous ne lui en faites. Parce que là, le moindre avion qu'il descend, cela fait le tour du monde. On dit qu'on a abattu un avion, il y avait 10 militaires dedans, il y avait 3 militaires dedans. Pendant un mois, on ne parlera que de cela. Vous tuerez peut-être 60, 100 rebelles, mais ça n'aura jamais le même écho que l'avion qu'ils ont abattu, que le seul avion qu'ils ont abattu. Donc toute la différence est là. Pour pousser à l'action, pour permettre aux langues de se délier, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'organiser une forme de symposium, de conférence sur le multilatéralisme, le choix désormais stratégique à faire par les pays africains pour sortir de l'ornière? Est-ce que ça ne peut pas faire bouger les lignes? Non, parce que ce serait une façon de dire nous voulons l'autorisation de nos anciens dominants, de nos anciens maîtres pour aller vers d'autres maîtres. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que les pays africains définissent l'agenda de leurs ambitions, dressent leur cahier des charges et aillent de façon groupée. Pour moi, le panafricanisme n'est pas un gros mot. Nous sommes des États beaucoup trop jeunes, beaucoup trop faibles pour affronter les menaces aujourd'hui qui sont sur la scène internationale. Et donc, pour le faire, il faut que nous arrivions d'abord à nous unir, à unir nos forces, pour ensuite aller vers la sélection des partenaires avec lesquels nous voulons travailler. Ça peut être les Israéliens ou les Russes. Mais très souvent, des mauvais sorts arrivent à ces présidents volontaristes qui veulent essayer le multilatéralisme. Ça peut arriver. On a donné le cas de Sankara, on peut multiplier les exemples. On a évoqué Sylvanus Olympio dans une certaine mesure. Même Laurent Gbagbo estime que c'est parce qu'il a voulu être moins docile qu'il a été chassé du pouvoir. Mais est-ce que parce que vous avez échoué une fois ou 5 fois, vous abandonnez? Toute notre vie, nous nous battons pour le bonheur. Nous n'y arrivons pas dès le premier coup. Il arrive que ce soit à 30 ans ou à 50 ans que nous atteignions l'objectif que nous poursuivons. Mais si à 15 ans on avait abandonné, ou si à 30 ans on avait abandonné, on n'atteindrait pas l'objectif que nous nous sommes fixés. Donc je pense qu'il faut rester optimiste, résolument optimiste, et continuer à travailler vers ce que nous faisons, multiplier les efforts, être constant et espérer que les choses changent. Et moi, je suis fondamentalement optimiste quand je parle du continent africain, quand je parle du panafricanisme, parce que je suis certain que c'est la seule voie, la seule planche de salut qui reste à nos États. Merci infiniment, Louis Magloire Kebayo. Je vous avais sollicité au pied levé, mais vous avez assuré, comme on dit souvent. Merci beaucoup, un journaliste, écrivain camerounais d'origine. Vous y retournez de temps en temps? Oui, bien sûr, c'est mon pays. Mes origines sont là-bas, mais ma famille est là-bas. J'ai un lien qui est indéfectible avec mon pays, donc j'y retourne régulièrement. Et comment va-t-il, Paul Biya? Aucune idée. Je n'ai pas son bulletin sanitaire. Par essence, c'est secret, donc le secret médical est bien gardé. Je ne sais pas s'il se porte bien ou pas. En tout cas, il est président. Même son bulletin existentiel, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur lui, Paul Biya. Oui, non, mais quand on est un homme public, et surtout quand on a dirigé pendant longtemps un pays, comme c'est son cas, ça fait pratiquement 38 ans aujourd'hui que le président Biya est à la tête du Cameroun. C'est normal que les rumeurs les plus folles circulent sur le compte du président Biya. Mais il est là, il est président et il n'y a pas de vacances de pouvoir au Cameroun, même s'il voyage beaucoup. Il est actuellement en Suisse, je pense. À l'hôtel Continental, dit-on. On ne leur fera pas de la publicité, mais il est à l'étranger, il reviendra, il reprendra les marches du pays. Il terminera peut-être son mandat, mais dans tous les cas, pour l'instant, c'est lui le président du Cameroun. Je promets vous faire revenir très prochainement pour vous parler du Cameroun cette fois-là. Merci, Louis.
Merci de votre invitation encore une fois. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention, fidèles téléspectateurs. Dans un instant, une nouvelle édition du journal. À très bientôt.